Bonjour à tous et à toutes. À ce panel sur l'employabilité, l'intégration et le maintien en emploi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter de manière succincte le processus de conception d'un dispositif d'assistance qui vise à soutenir l'employabilité des personnes en situation de handicap. À ce processus-là, participe cette équipe de recherche qui est avec nous aujourd'hui. Avant de présenter brièvement les membres de ce panel, j'aimerais vous rappeler quelques brèves instructions. Nous avons un assistant des interprètes, alors on va devoir modérer la vitesse de nos discours pour faciliter les interprétations. Bien que j'ai compris, ça en anglais est un ASL. Il est également possible de poser des questions au fur et à mesure de la présentation via la boîte à messages, le chat. On aura aussi une deuxième occasion de répondre aux questions à la fin de la discussion de ce panel. Euh, il est également d'utiliser l'icône de la main qui peut être trouvée sous la même fenêtre Zoom pour demander la parole. Euh, de cette façon, je vais m'assurer que vous ayez la possibilité de faire un commentaire ou de poser une question, encore une fois, au fur et à mesure de la présentation ou bien après les interventions. Alors, je passe maintenant à faire l'introduction, à vous partager le résumé de ce panel, à présenter les présentatrices et présentateurs qui nous accompagnent cet après-midi. Ce projet est inscrit dans l'axe de recherche du Centre interdisciplinaire de recherche en adaptation et intégration sociale, CIRIS, qui cherche à développer à distance des compétences socioprofessionnelles des personnes en situation de handicap et de cette manière favoriser leur intégration dans une entreprise inclusive. Ce projet est financé par les fonds de recherche du Québec, dans le but de soutenir la reprise économique on présente ici les processus de conception pour le développement d'un système qu'on a nommé du compagnonnage virtuel. Et tout au long de la présentation, on va vous expliquer tous les conseils reliés au dispositif, ainsi que certains choix techniques et conceptuels que nous avons fait dans le cadre de ce développement de ces dispositifs d'assistance. Euh, de manière très générale, notre objectif principal est de favoriser l'emploi des étudiants dans une situation de handicap invisible. Plus spécifiquement, favoriser l'insertion ou transition en emploi des étudiants autistes de niveau postsecondaire et de les mettre en contact avec des employeurs potentiels et tout ça en développant, encore une fois, à distance, des compétences spécifiques et utiles pour leur parcours professionnel. Et ça, dans un contexte de confinement on va expliquer ça tout à l'heure, évidemment limiter leur accès aux plateformes éducatives et d'insertion professionnelle. La plupart de ces panels est composé d'étudiants au 12e et 3e cycle de différentes disciplines à l'Université Laval. Je vais commencer pour nommer à Dominique Michaud. Elle est étudiante au 12e cycle en dessin. Elle est membre étudiant au CIRIS. Elle est artiste textile. Elle a développé des projets intégrant des approches de suivi intelligent des vêtements et des méthodes de réalité augmentée orientées à l'assistance des personnes en situation de handicap. Rancy Michel, il est sociologue, il est étudiant au doctorat en intelligence artificielle. Il est également membre étudiant au CIRIS et ses travaux de recherche portent sur des transformations sociales, l'accès au savoir et la science inclusive. Jonathan Prouguimont, il est artiste visuel, il possède une formation en dessin et animation 3D. Ses travaux de recherche portent sur la conception d'environnements virtuels, immersifs et interactifs par les biais du design universel participatif. Alexandre Ménard, il a une formation en psychologie et est actuellement étudiant en 12e cycle en ergonomie. Isabelle Fayou, elle est agronome et professeure au département des relations industrielles à l'Université Laval. Sa recherche porte sur l'intégration des personnes en situation de handicap en milieu de travail et sur l'apport de l'ergonomie dans la création d'organisations de travail inclusives.
Jocelyn Kiss, elle est musicienne et professeure au département de dessin à l'Université Laval. Et bon, sa recherche porte sur l'interaction à distance pour la réinsertion de personnes ayant des besoins spécifiques, des approches basées sur l'intelligence artificielle, l'art thérapie et des dispositifs virtuels et collaboratifs favorisant la motivation des personnes en situation de handicap. Et moi, je suis Alejandro Reyes. J'ai une formation en génie mécatronique. Je suis aussi membre étudiant au CIRIS. Et bon, mes intérêts de recherche portent sur les dispositifs créatifs, adaptatifs pour assister les personnes en situation de handicap. Les interventions des participants à ces panels se feront autour de ces projets de recherche que l'équipe de recherche mène en ce moment. Le plan de la présentation va être composé dans un premier temps de la motivation de ces projets. On va parler sur la problématique autour de la situation d'emploi des étudiants en situation de handicap, les objectifs de la conception de ces dispositifs. On vous montrera aussi un aperçu du système que nous avons construit et on va détailler les étapes qu'on a suivies pour sa conception depuis un point de vue prospectif de l'ergonomie. Par la suite, on expliquera certains choix techniques et de contenu qui nous ont permis de construire ce système que, bon, en plus de former de manière brève à une tâche manuelle liée au poste de travail à combler, permet de rencontrer une histoire et permet aussi à l'étudiant de se familiariser avec la routine tout en simulant l'accueil dans une entreprise. Bon, des autres aspects qu'on va décrire aussi sont reliés à la composante ludique qui permet d'engager l'utilisateur à continuer à découvrir l'entreprise en utilisant notre dispositif. Et pour finir la présentation, on expliquera les outils avec lesquels on a l'intention de tester nos hypothèses de recherche et bon, qui sont basées principalement sur des marqueurs physiologiques reliés au sentiment de confort et de la autorégulation émotionnelle. Bon, pour entrer en métier, ce projet se déroule dans le contexte où le gouvernement de Québec, dans le but de soutenir les entreprises de la province dans leur recherche d'employés, a adopté des stratégies d'intégration et de maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Mais quelle est la situation actuelle des personnes en situation de handicap en matière d'emploi? Bon, pour commencer, on a des enquêtes démontrant que aux États-Unis, par exemple, 85% de personnes autistes ayant un diplôme secondaire sont pas employées en dépit des lettres. Euh, il y a aussi les résultats des statistiques Canada sur la situation d'emploi de cette population qui montrent que parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, seulement la moitié occupe un emploi, alors que plus de trois quarts des personnes qui sont pas dans une situation de handicap ont un emploi. Et bon, ce nombre total de personnes en situation de handicap non employées, euh, presque 40% sont considérés comme des travailleurs potentiels. Ce chiffre-là correspond à plus de 100 000 personnes au Québec. Euh, et tout cet ensemble de facteurs cause que cette population présente un taux d'emploi le plus faible de toutes les autres catégories de handicap au Canada, avec moins de 20% de personnes âgées de 15 à 64 ans dans cette situation de handicap ayant un emploi. Et bon, c'est une tendance qui au niveau international avec une faible participation au marché du travail. Ça veut dire que occupe un travail ou recherche d'emploi, alors que cette population possède des compétences considérées essentielles pour contribuer à la main-d'œuvre. Bon, euh, tous ces composants dépendant de la faible participation des personnes en situation de handicap à l'emploi sont associés évidemment à une faible sécurité financière, à des niveaux d'indépendance réduits, à une faible participation dans la communauté et même à une faible estime de soi, ce qui conduit souvent à des niveaux faibles de bien-être en général. Alors, pour résumer la problématique, on a
d'un côté, les statistiques qu'on vient de mentionner qui montrent le très faible pourcentage d'étudiants dans une situation de handicap qui, même avec un diplôme technique, ne trouvent pas un emploi. De l'autre côté, on a le besoin croissant de ces stratégies pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre. Bon, certainement que la crise sanitaire a démontré que les plateformes éducatives et d'insertion professionnelle sont pas si adaptées, ce qui cause en grande partie que les étudiants, les finissants, souffrent de stress pendant ces processus d'insertion et d'intégration dans l'emploi et qu'ils puissent ressentir de la frustration, ne se sentent pas en mesure de continuer à se rendre au travail. Alors, on s'est posé la question de savoir si un système qui simule un environnement de travail, qui reproduit certaines étapes du processus d'intégration à l'emploi, qui pourrait incorporer des mesures biométriques pour valider le bien-être de l'étudiant en situation de handicap, pourrait nous permettre de mieux identifier les besoins d'adaptation et en même temps développer à distance des compétences socio-professionnelles pour de cette manière favoriser l'employabilité de ces étudiants en situation de handicap. Alors, l'objectif de ce projet peut être résumé à qu'on puisse à construire une interface synchrone, adaptative et accessible à distance pour les personnes autistes ayant un diplôme secondaire dans le but de les aider à entrer en contact avec les entreprises, connaître la routine et la vie de l'entreprise, les contraintes sensorielles et environnementales avant de se rendre sur place, bon, valider la stabilité émotionnelle leur démontage des interactions avec son entourage afin d'adapter l'environnement de travail. Bon, une grande partie de l'essence de ce projet repose sur une des stratégies de planification et de gestion des carrières qui est actuellement utilisée dans les entreprises pour faciliter l'intégration d'un nouvel employé pour l'accueillir dans l'entreprise. Bon, cette approche-là s'emploie pas seulement pour accueillir des personnes en situation de handicap. Ce programme est connu sous le nom de programme d'apprentissage en milieu de travail ou Workplace Learning Program en anglais. Permet de jumeler un employé plus expérimenté à qui on va nommer les compagnons avec un employé ou un finissant moins expérimenté à qui on va appeler l'étudiant. Et ça pour lui transmettre étape par étape son expérience. Et bon, cette approche est connue comme sous le nom de compagnonnage. Alors, qu'est-ce qui représente l'accompagnement pour une entreprise? Bon, euh, l'opportunité de former facilement son personnel moins expérimenté et lui proposer un encadrement structuré bon, pour faciliter son intégration dans l'entreprise. Euh, mais en plus d'être un mode de transmission, de faire savoir simple et flexible, le compagnonnage permet aussi d'adapter son encadrement à la réalité quotidienne de l'entreprise, bon, d'encadrer cette présentation d'une manière plus personnelle et plus étroite avec l'étudiant en situation de handicap. Alors, bon, pour ça, on propose ici la création de l'interface en ligne synchronisée basée sur le principe du compagnonnage pour les personnes autistes euh, ayant un diplôme d'études postsecondaires. Euh, oh, excuse. En ce qui concerne les étapes qu'on est en train de suivre pour cette étude, bon, il y a eu une première collecte d'informations dans laquelle notre équipe d'agronomes a collaboré avec une entreprise locale et au moyen de différentes méthodologies, on a produit des résultats qui nous ont suggéré des éléments potentiels à intégrer dans notre environnement virtuel. Par la suite, on a eu la co-conception et la co-construction de cet environnement virtuel, bon, on verra par la suite, dans lequel deux personnes, l'accompagnateur et l'étudiant, peuvent être connectés simultanément et peuvent interagir en temps réel et à distance en utilisant un casque de réalité virtuelle. Bon,
Eux, ils peuvent interagir avec, au moyen des avatars. Bon, c'est l'accompagnateur qui montre à l'étudiant l'entreprise comme s'il était en personne. Euh, bon, je passe maintenant à vous montrer une courte vidéo sur certains éléments clés de l'interface. Il n'y a pas de son pour la vidéo, mais il y a des sous-titres en anglais et en français. Et je vais aussi décrire la vidéo pour ceux qui sont dans une situation de handicap visuel. Dans la vidéo, on voit trois plans différents. Le premier montrant une personne utilisant un casque de réalité virtuelle, des contrôleurs de réalité virtuelle. Celui, c'est le compagnon. Le deuxième plan montre la même chose, mais cette fois, c'est l'étudiant qui porte le système de réalité virtuelle. Un troisième plan montre le point de vue de l'étudiant dans l'environnement virtuel et l'étudiant peut voir la représentation avatar de son compagnon. La vidéo présente différents angles de vue dans l'environnement virtuel qui nous permet d'apprécier différentes caractéristiques ou commodités de l'environnement. Il est possible, par exemple, de se déplacer dans l'environnement à l'aide de joystick. Il est également possible de communiquer directement avec les compagnons par voix, même si les compagnons se trouvent pas dans la même pièce. On peut simuler le fait d'être dans l'entreprise en allant déposer ses affaires personnelles dans les casiers. On a essayé de simuler un jeu en fournissant des invitations dans tout l'environnement pour encourager la poursuite. Il y a, par exemple, des flèches et des objets flottants turquoise à collecter. Il a été donné la possibilité de voir aussi dans le même environnement virtuel des marqueurs physiologiques comme le niveau d'attention, le niveau de stress qui s'affiche sur les poignets virtuels pour favoriser l'autorégulation émotionnelle. Il est également possible d'afficher un menu dans lequel on peut moduler le niveau du son, de la lumière, de la vitesse de déplacement afin de rendre le système plus adaptatif. Dans ce même menu, on peut voir la liste des activités à effectuer dans le monde virtuel. Euh, il existe également des sphères ou des balles flottants répartis dans l'entreprise virtuelle qui ont pour fonction de déplacer l'utilisateur à des prises panoramiques à 360 degrés dans le but de lui familiariser avec les locaux. Et bon, une partie cruciale mais pas centrale de cette plateforme est la simulation d'une tâche manuelle. Dans ce cas-là, il s'agit de la fabrication de cartes électroniques qui peut être effectuée dans un format très, très simplifié dans l'environnement virtuel. Après la vidéo, je vais vous parler sur quelques considérations éthiques concernant l'utilisation et l'évaluation de cette interface de réalité virtuelle. Euh, Nous avons établi qu'il est impératif que les utilisateurs, ça veut dire l'accompagnateur et l'étudiant, indiquent s'ils acceptent de communiquer leurs données physiologiques parce qu'il s'agit de données personnelles avec les chercheurs et avec la personne qu'ils interagissent avec. En fait, les signaux physiologiques sont considérés comme des informations sensibles et doivent être protégés parce que bon, ils représentent une grande vulnérabilité pour tout utilisateur. Bon, ce type de données sont pas interchangeables et peuvent être reproduits ou simulés. Bon, c'est pourquoi tous ces échanges dans l'environnement virtuel s'effectuent euh, au moyen d'une connexion sécurisée et privée dans le but de limiter ces risques.
Et bon, finalement, le comité d'éthique de la recherche, CIRIS, CIO de la capitale nationale, a validé notre étude pour la recherche. Alors, maintenant, je, j'aimerais qu'Alexandre puisse nous parler un peu sur de sa part de l'ergonomie dans la conception de ces systèmes virtuels et de formation et d'accueil en entreprise. Alors, je laisse la parole à Alexandre. Merci Alejandro. Bonjour à tous, à toutes. Je vais donc vous parler de quelques points concernant l'apport de l'ergonomie dans la conception de l'interface dont il est question, qui a été créée dans ce projet. Tu peux passer à la diapo, s'il te plaît. Alors tout d'abord, pourquoi réaliser une étude ergonomique? Quels étaient les objectifs derrière ça? Eh bien, nous avons besoin de comprendre l'activité de travail au poste qui a été retenu en fonction des contraintes de la recherche qu'Alejandro a énoncé. Ce poste, c'est celui de technicien de production qui teste les cartes électroniques qui sont fabriquées, ainsi que la routine quotidienne des employés dans cette usine. La compréhension qu'on a acquise nous a ensuite permis de dégager les caractéristiques les plus importantes à modéliser dans l'interface, ainsi que les éléments potentiellement problématiques compte tenu de la population qui est visée par le projet. Grâce aux informations ensuite qu'on a transmises aux concepteurs, on a alors pu renforcer la représentativité de l'interface et ultimement donc renforcer son utilité pratique. Tu peux passer la diapositive, s'il te plaît. En ce qui concerne le recueil des données maintenant, nous avons réalisé donc différentes activités pour acquérir la compréhension la plus globale possible du poste de travail et aussi de l'environnement dans lequel il se trouve. Premièrement, donc on a consulté des documents internes comme les fiches de poste pour avoir un aperçu de ce qu'était le travail prescrit. On a interrogé plusieurs parties prenantes dans le projet, interne et externe à l'entreprise partenaire. Nous avons observé les travailleurs en activité pour voir la réalité du travail et de ses conditions, ainsi que ce qu'il y a en périphérie des temps de travail, la routine donc. Et on a aussi analysé les flux de personnes autour du poste pour rendre compte de l'aspect social de l'activité et des éventuelles distractions qui pouvaient survenir. Finalement, on a procédé aussi à des visites contextualisées dans l'usine pour les concepteurs pour pouvoir donner des images plus concrètes. Tu peux passer, s'il te plaît. En ce qui concerne maintenant la partie des résultats, donc finalement ce qu'on a fourni concrètement aux concepteurs, tu peux passer, s'il te plaît, la diapo. Tout d'abord, les caractéristiques de l'activité et ses déterminants. On s'est intéressé aux dimensions physiques, mentales et sociales de la tâche, qu'on peut voir sur la case de droite, et on a dégagé un cycle de travail général qui sera ensuite les étapes à modéliser dans l'interface. Donc la case du milieu, on a parlé de préparer son poste de travail, aller chercher les composants nécessaires, suivre les instructions de test, utiliser une machine de test, l'ordinateur. On s'est intéressé au cas des non-conformités, qui était quelque chose de ponctuel, imprévisible et qui avait une... Pardon, je perds mon mot. Qui avait une procédure particulière. Ensuite, une fois les produits terminés, il fallait les apporter à l'inspection, collaborer avec les autres travailleurs sur la ligne. Il y avait aussi des possibilités d'aider ses collègues et donc toujours cet aspect social de l'activité. Tu peux passer, s'il te plaît. Ensuite, autour du travail en lui-même, il y a la routine sur le lieu de travail. Donc, dans la routine, on a inclus l'arrivée à l'usine, le rangement des effets personnels au casier, l'équipement du matériel obligatoire, le matériel antistatique, étant donné que c'est une usine électronique. C'est écrit non représenté dans l'interface, mais c'est une erreur finalement, ça a été intégré. La préparation du matériel, l'installation au poste de travail, les pauses dans la journée, les repas, etc. Tu peux aller à la suivante, s'il te plaît. C'était aussi important de caractériser le milieu dans lequel se déroulait cette routine. Donc, pour ce faire, on a défini des points clés où les actions caractéristiques de la routine étaient réalisées, comme par exemple l'entrée des employés,
la cafétéria, la cellule et le poste de travail. On a explicité les trajets à suivre entre ces différents points clés et pour mieux les représenter, on a aussi étudié les ambiances sonores et lumineuses avec des prises de mesure, des enregistrements audio, visuels. On s'est intéressé aux différentes sources de lumière, à l'emplacement des fenêtres également, etc. Tu peux passer, s'il te plaît. Finalement, ce qu'on a donné au concepteur ensuite, c'est une liste de repères de conception avec les éléments les plus importants et surtout pertinents à inclure dans l'interface à ne pas oublier, ainsi que des recommandations diverses sur la procédure à suivre pendant la phase d'expérimentation. Donc, ça peut être les étapes une fois que l'étudiant est arrivé, les explications à donner pour le compagnon, à quel moment faire évoluer les niveaux de difficulté, le tout sous forme de checklist. Ensuite, pendant le volet expérimentation, on est aussi resté présent pour pouvoir continuer à fournir les données qui étaient nécessaires en temps réel et aider à leur intégration dans l'interface, toujours dans un souci de représentativité de l'interface par rapport à la réalité. Voilà, c'est ça qui conclut ma partie. Je vous remercie de votre attention et je relaisse la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Alpha, pour ces renseignements. Comme on vient de voir, l'analyse ergonomique effectuée par l'équipe d'Alessandre Ménard nous a permis d'identifier des éléments physiques, cognitifs, sociaux, bon, reliés à l'environnement de travail pour pouvoir les intégrer dans notre simulation d'accueil en entreprise. Bon, il y a certainement des composants de la routine des activités effectuées à poste de travail qui ont été simplifiées et les autres ont été extrapolées. En fait, je laisse maintenant la parole à Jonathan qui va nous parler sur la partie de la modélisation 3D où on a pris en compte certaines pistes exploratoires pour rendre le système adaptatif pour la population cible. Oui, donc les manifestations de nocifs sont différentes pour chaque individu. Cette conclusion est ressortie lors de nos séances de co-design et a modifié notre approche. Nous avons donc nous avons donc inséré des paramètres pour adoucir ou renforcer certains éléments sensoriels, par exemple les niveaux sonores et l'intensité lumineuse, pour laisser le participant ajuster à sa convenance leur niveau. Nous sommes aussi concentrés à mettre en place des dispositifs permettant aux participants de s'auto-évaluer et ainsi ajuster les interventions en fonction des situations et de son propre ressenti, donc les visualisations des données biométriques. Bien que dans le cas de l'expérimentation soit identique pour chaque participant, le processus est vécu de façon différente et pris en charge de façon aussi différente. La présentation du compagnon à distance permet de susciter l'intérêt pour l'exploration et d'encourager la découverte de l'environnement de travail tout en présentant les éléments de la culture de l'entreprise, les liant à ses centres d'intérêt. On peut changer de diapo. Pour le compagnonnage virtuel, ici, on voit un schéma qui représente les capteurs et effecteurs apportés durant l'expérience. Lors de l'expérience, les participants est invité à effectuer le trajet normal d'un employé jusqu'à son poste de travail pour effectuer une tâche schématique. L'objectif de cette collaboration repose sur la découverte explicite de l'environnement de travail, des tâches à réaliser de ses collègues. Premier objectif attendu de ce cadre. Le premier objectif attendu est de présenter un cadre qui puisse être adapté et réutilisé, et aussi pour but d'instaurer une impression de familiarité du routine. On peut changer de diapo. Cette section présente la collaboration par l'intervention du compagnon. Le compagnon utilise les mêmes dispositifs que le participant et a pour objectif son encadrement. Un guide de conversation est fourni au compagnon pour faciliter ses échanges avec le participant. Les échanges ont pour but de tenter de sortir les centres d'intérêt spécifiques. Puis aussi, le tableau de bord permet aux participants de visualiser certaines de ces mesures biométriques pour s'auto-évaluer. Donc, ce serait la fin de cette partie-là. On peut sauter la dernière diapo. Merci. Merci, Jonathan. Bon, Jonathan nous vient de nous montrer, il nous a parlé sur l'intégration des différents composants de l'événement de travail qu'on a considéré
comme essentiel pour l'interaction de l'entreprise virtuelle. Et comme je disais tantôt aussi, il y a d'autres composants qui on a dû intégrer avec une perspective ludique dans le but de maintenir l'engagement des étudiants, de leur motiver à continuer à explorer l'entreprise, de se familiariser avec les modes de vie et les locaux de l'entreprise avant de se rendre sur place. C'est en fait Dominique qui nous expliquera un peu comment est-ce qu'on est arrivé à appliquer les principes ludiques dans une interface comme la nôtre. Alors, je laisse la parole à Dominique. Oui, bonjour, merci Alejandro. Donc, effectivement, pour euh, euh, donner un petit peu plus d'intérêt à l'interface, on a inséré là-dedans un processus de ludification ou gamification. Ici, juste pour être sûr, j'utilise le terme ludification comme étant une traduction de gamification, mais je sais qu'il y a un certain débat sur la définition justement du terme. Donc ici, on prend ça comme des synonymes. Si tu peux, prochaine diapo, s'il te plaît, Alejandro. Donc ici, pour vous donner une idée de ce dont on parle, la ludification, c'est l'application des mécanismes propres au jeu, notamment aux jeux vidéo, à diverses disciplines telles que la publicité, la commercialisation ou l'éducation, pour inciter de façon ludique les utilisateurs à adopter un comportement souhaité. Donc là, ici, c'est une source, ma définition vient de l'Office québécois de la langue française. Et puis, ça, c'est le genre de choses qu'on peut voir depuis longtemps, par exemple, lorsqu'un commerce utilise des points de fidélité à échanger contre des produits, des services pour le même commerce. On peut étendre ça aussi même au fait d'utiliser, par exemple, des petites étoiles par les profs pour dire quand un étudiant a bien fait sur une note. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut ludifier? Habituellement, une des raisons principales, c'est pour augmenter la motivation à utiliser quelque chose ou à effectuer des tâches. Et puis, ça permet aussi d'induire un sentiment de découverte parce que ça donne la motivation justement pour pouvoir explorer puis donner une certaine confiance à aller découvrir quelque chose de nouveau. Et puis, on veut ludifier aussi pour donner un sentiment d'accomplissement lorsque on réussit la tâche, dans le fond. Vous pouvez voir ici l'image que j'ai intégrée, c'est une image qui vient de l'interface. On a des flèches jaunes qui ont été intégrées, qui sont dans le fond des éléments virtuels à la représentation qu'on avait faite des bureaux de travail et les flèches indiquent le parcours. Donc, c'est une façon de ludifier ici. Prochaine diapo, s'il te plaît. Les processus de ludification, il y en existe quand même plusieurs. Ici, on est allé avec le processus relativement de base. On a commencé par composer une trame narrative. Donc, qu'est-ce qu'on voulait que le participant réalise? Qu'est-ce qu'on voulait qu'il découvre dans l'interface alors qu'il se promène? Donc, on a fait ça par une série de tâches. Donc, vous pouvez voir ici dans l'image, il y a plusieurs tâches qui sont indiquées. Donc, par exemple, se rendre à l'usine, utiliser sa carte pour pouvoir rentrer, aller au vestiaire. Donc, ça, c'est toutes des choses qui donnent une idée, qui proposent des objectifs à atteindre au fur et à mesure de la progression dans l'interface. On a aussi un petit système de récompense où à chaque fois qu'on atteint certains objectifs qui sont représentés par des genres de gros objets turquoise ou parfois des petits objets turquoise. Dans le fond, c'est là où la tâche va changer et puis c'est comme une sorte de petit incitatif justement à poursuivre la progression. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, ici, l'application à l'interface, il y a quand même plusieurs éléments. Donc, pour mettre en confiance, on met le participant dans la zone d'arrivée. C'est une sorte de salon qui permet aux participants euh, de s'approprier un petit peu les contrôles du jeu pendant qu'il va, ou plutôt de l'interface, pendant qu'il va, avant d'aller se promener justement. Donc, dans l'image que vous avez à gauche ici, il y a un cheval, un petit cheval en turquoise qui est posé sur la table. Donc là, c'est la personne, lorsqu'elle va dans dans l'interface, elle a le casque et puis 2 manettes. Et puis, ben, c'est pour apprendre justement à utiliser les manettes pour pouvoir se déplacer, mais pour pouvoir aussi manipuler les objets qu'il va, qui va avoir besoin de manipuler plus tard. Donc, comme on voit, c'est en turquoise. Donc, ça, c'est des éléments, on pourrait dire des objectifs. Euh, Ensuite, la personne va continuer au travers de la porte. On en voit une qui est là ici en turquoise aussi. Et puis, un autre élément de ludification qui a été ajouté, pour voir un petit peu nos mains pendant qu'on se promène, c'est représenté dans l'image de droite qu'on voit ici, c'est comme une sorte de gros gant, comme un grand box un peu noir. Et puis, vis-à-vis du poignet, c'est là où on voit la description de la tâche en cours. Donc, comme je disais tantôt, lorsqu'on arrive à un objectif turquoise, qui est un élément virtuel, on fait juste comme entrer dedans, le toucher d'une façon ou d'une autre, et puis ça va indiquer qu'on a atteint un but, et donc la tâche qui est indiquée sur le poignet va changer à ce moment-là. On peut voir aussi sur la même image de droite, la flèche jaune qui indique le chemin à suivre. Donc, comme ça donne une bonne indication claire de ce qu'on attend de la personne, sans avoir tout le temps besoin de lui dire nécessairement. Mais ça n'empêche pas non plus de pouvoir faire le tour de la place selon son envie aussi. Donc, c'est différents éléments comme ça qu'on a intégrés à l'interface pour donner un petit peu plus d'intérêt, un petit peu plus de motivation. Je vous remercie. Je retourne la parole à Alejandro. Merci beaucoup, Dominique, pour ce renseignement très intéressant. Euh, Dominique vient de nous parler de comment intégrer les différents principes ludiques dans son interface comme la nôtre. Je vais passer rapidement à vous parler un peu sur les mesures qu'on veut utiliser pour évaluer l'efficacité, euh, la, la- oui, l'efficacité aperçue lors de l'utilisation de cette interface. Euh, bon. Premièrement, dans le cas de cette interface, on a l'intention de mesurer, d'afficher aussi plusieurs marqueurs physiologiques reliés aux indices d'une interaction sociale de qualité et du confort du participant. Tout d'abord, on veut mesurer l'activité électrique du cerveau en utilisant un bandeau d'électroencéphalogramme muni d'une électrode frontale. Pour ça, on a placé sur la tête du participant ces capteurs non invasif qui permet d'interpréter ces signaux électriques et qui donne sur une échelle de 1 à 100 le niveau d'attention et de méditation. Et euh, une de ces hypothèses de ce projet de l'entraînement continu à l'aide de ce système est précisément que ce niveau de charge mentale puisse diminuer progressivement, ce qui pourrait indiquer une adaptation à l'environnement que l'étudiant a appris, évidemment dans le format de cette plateforme, à effectuer une tâche en particulier. Le marqueur de la méditation, que c'est le 12e montré sur les poignets euh, de l'avatar, euh, est aussi interprété par les bandeaux d'électrocéphalogramme. C'est un autre marqueur qu'on utilisera pour évaluer le niveau de confort chez l'utilisateur. C'est juste l'envers. Au niveau de stress que l'étudiant pourrait éprouver, ça veut dire que plus le niveau d'attention est élevé, plus le niveau de stress est faible et vice-versa.
Et finalement, bon, on va utiliser aussi un capteur PPG, aussi non invasif, qui captera bon, le changement volumétrique du sang qui circule sur les canaux microvasculaires de la peau. Et à partir de ces variations volumétriques, on peut calculer une valeur approximative de la cohérence cardiaque ou RSA, arythmie sinusale respiratoire, ou en anglais c'est respiratory sinus arrhythmia. Bon, ces métriques reflètent directement la flexibilité autonome du système nerveux central pour se autoréguler et pouvoir interagir avec son entourage. Il existe aussi des autres métriques qu'on va utiliser pour mesurer l'utilité des dispositifs pour évaluer bon, la qualité des interactions étudiants-compagnons. Toutes ces mesures sont en format écrit. On cherche à mesurer aussi l'efficacité de dispositifs pour identifier les limites de l'étudiant en situation de handicap dans les contextes de travail. Bon, ces mesures que je viens de mentionner par rapport à la stabilité émotionnelle de, de l'étudiant en situation de handicap. Ce qui suit est une vidéo d'appréciation. Euh, on va vous montrer l'appréciation d'une participante qu'on a recrutée pour évaluer cette interface. Bon, évidemment, on a raccourci la vidéo pour raison de temps. La vidéo a de son, mais il y a des sous-titres aussi en anglais et en français. Là, Oui, alors, je vais essayer aussi de décrire ce qui se passe sur la vidéo pour les personnes dans une situation de handicap visuel. Alors, le plan qui va être montré est celui d'une personne qui a utilisé le système virtuel, comme je viens de mentionner. Elle a déclaré avoir un diplôme d'études postsecondaires. Elle a aussi déclaré être diagnostiquée autiste. Euh, pour chaque question on a lui posée, je vais lui l'énoncer et laisser la vidéo répondre à la question. Alors, la première question est, pensez-vous qu'il était favorable d'avoir quelqu'un avec qui interagir dans l'environnement virtuel? Moi, je pense que ça aide, surtout que une fois qu'on est dans le monde virtuel, je vois pas ce qui est devant moi. Tandis que dans le système, j'ai un friendly blog noir qui est capable de voir ce que je fais, puis de, de l'idée. Ben, c'est que autrement, j'aurais l'impression de poser des questions dans le vide, puis de ne pas savoir d'où ma réponse vient. euh, puis ça brise un peu l'expérience euh, ouais. Je pense que ça c'était un aspect que je trouvais vraiment bien. Par la suite, on l'a demandé sur les menus adaptatifs, sur la possibilité de moduler l'éclairage, le goût ambiant, la vitesse de déplacement. Je trouve ça bien. C'est un bel ajout, surtout si quelqu'un n'était pas nécessairement pas habitué au VR. Je pense que c'est un feature qui serait très apprécié. Ouais. La question suivante est, peut-on se familiariser au milieu de travail avant de se rendre sur place grâce à cette application? Ouais. Je pense que oui. Si
On s'attend qu'à chaque matin, les employés rentrent par une porte spécifique, aillent dans un vestiaire spécifique, aller surtout si la cuisine est quand même grande, ça peut être aidant de savoir où aller puis de l'avoir pratiqué une couple de fois avant de se ramasser en personne. Par la suite, on leur demandait sur s'entraîner à une compétence technique spécifique et liée au poste de travail accompli. Mettons peut-être prendre l'habitude de taper son bracelet de statistique avant d'aller travailler. Ce genre de choses-là, mais bon, j'ose penser que faire des puces électroniques, puis c'est pas plus simple que dans votre jeu. Là. Puis si c'était ça l'objectif, de faire de l'éducation, puis de montrer vraiment plus technique, précis, c'est quoi qu'il faut faire, j'ai l'impression que les contrôles sont pas encore tout à fait prêts pour pouvoir permettre ce genre de style-là. Et la dernière question qu'on lui a posée, c'était de si elle trouvait l'utilisation de cet environnement virtuel motivante. Ouais, c'est bien gamified, là, c'est engageant. Euh, je, je pense que la seule chose que je trouvais que je pensais qu'il aurait pu être modifié, c'est avoir un feedback à chaque fois qu'on passe une flèche. Ou mettons à chaque fois qu'on touche quelque chose de turquoise. Une vibration de la manette, un petit bruit ou Ouais, c'est le fun de le faire disparaître. Ouais, c'est ça. Mais sinon, autrement, oui, c'était le fun, là. Voilà pour la vidéo d'appréciation. Euh, Juste pour finir la présentation, euh, j'ai quelques pistes futures. Bon, on a déjà mentionné qu'on est dans la phase expérimentale de ces projets. Euh, Quand même, il y a des pistes futures qu'on peut prendre. D'abord, pour le moment, on utilise un casque de réalité virtuelle que, oui, permet d'expérimenter une sensation d'immersion, même si la modélisation n'est pas assez hyper réaliste. Euh, mais la chose qu'on peut faire, c'est de les rendre plus portables, même migrer ces dispositifs vers une technologie à faible coût, low cost. Bon, pas forcément en utilisant un Oculus comme ce qui était montré. Euh, mais bon, ça pourrait être aussi une alternative qui pourrait être proposée par l'entreprise même. Euh, et ça m'amène à ma deuxième piste à explorer qui est de développer une boîte à outils. Ça veut dire de documenter, de s'appeler ces démarches à des autres entreprises, des autres types d'entreprises, un service client, un commerce par exemple, et que cette entreprise puisse se servir de cette boîte à outils pour adapter son processus d'intégration, de transition professionnelle aux autres différentes situations de handicap. Il y a aussi le fait qu'en utilisant de la réalité virtuelle, on voit dehors de la réalité virtuelle, bon, il a été documenté qu'il pouvait y avoir un sentiment de connexion. Bon, comme évidemment, il s'agit de 12 de 12 réalités alternatives, je veux dire. Mais si on puisse migrer notre interface vers la réalité augmentée ou mixte, bon, de cette façon, on pourrait avoir l'impression d'être accueilli et formé dans un espace plutôt sécuritaire comme chez soi. Même cette technologie de la réalité augmentée, de la réalité mixte, pourrait nous permettre de suivre les mouvements fins des mains de manière plus précise qu'en utilisant les manettes, de sorte que on pourrait intégrer des activités manuelles plus complexes aussi.